Bonjour, bienvenue dans le cadre de notre programme Entretien avec Christian Pendekoka. Cette fois-ci, on va le présenter non pas comme le conseiller technique de la présidence de la République, mais comme un acteur politique parce qu'il a fait plusieurs sorties, plusieurs publications qui ont été exploitées par des hommes politiques. Et c'est avec cette casquette d'homme politique que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bonjour, M. Pendekoka. Bonjour, Albert Michel Ngilo. Oui. Ça va faire le mois prochain 1 an que le Cameroun est retourné au FMI. Est-ce que, selon vous, quelque chose a changé? Non, je ne pense pas que quelque chose ait changé. D'ailleurs, la question a été posée l'autre jour par Jean-Bruno Tagné, où la remarque a été faite au président du MRC, le professeur Kamto, qu'il a été alarmiste dans son discours de fin d'année par rapport à la situation du Cameroun. Bon, il s'en est défendu, mais je veux dire qu'il n'avait même pas besoin de l'expliquer lui-même, puisque le fait que le FMI soit arrivé au Cameroun montrait clairement que la situation n'était pas bonne. Et ça a été dit. Si le FMI est venu dans le cadre de l'ajustement par rapport aux pays de la CEMAC, ça veut dire que la situation des économies de ces pays-là n'est pas bonne. Et ça relève de quoi? Ça relève d'abord de l'accumulation des déficits internes, n'est-ce pas, les déficits budgétaires, et l'accumulation des déficits externes, n'est-ce pas, c'est-à-dire le problème de la détérioration du solde courant, et puis d'une certaine manière de l'accélération de l'endettement. Aujourd'hui, ça vous est signifié encore de manière plus nette, puisque on dit que le compte d'opération, n'est-ce pas, de l'ensemble des pays de la CEMAC, sa situation est plutôt en train de s'aggraver au lieu qu'elle s'améliore. Et elle ne pourrait s'améliorer que lorsque ces pays seront en mesure d'exporter davantage. Malheureusement, la structuration de ces économies n'est pas faite de manière qu'elle soit très diversifiée et puis qu'elle puisse exporter. Et cela est encore beaucoup plus grave dans un contexte où les cours du pétrole, le pétrole représente dans l'ensemble de ces pays le produit principal d'exportation, naturellement à l'exception du Cameroun, mais dans l'ensemble des autres pays de la CEMAC, le pétrole représente le principal produit d'exportation. Et dès que les cours du pétrole baissent, ces pays seront immédiatement affectés. Mais la situation du Cameroun est beaucoup plus grave parce que je vous signale que le Cameroun représente aujourd'hui 40% du PIB de la CEMAC. Certaines veulent le présenter comme le moteur de la CEMAC. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à distinguer qu'au même moment, le Cameroun représente, je vais dire, en termes de population, 55% de la population de la CEMAC. Donc en réalité, le Cameroun aurait dû représenter 55% du PIB de la CEMAC. Et il y a une trentaine d'années, le Cameroun représentait plus de 60% du PIB de la CEMAC. Donc quand ce poids du Cameroun dans le PIB de la CEMAC tombe aujourd'hui à 40%, ça veut simplement dire que quelque part le Cameroun a régressé, le Cameroun s'est enlisé, n'est-ce pas? C'est cela la situation. Donc, avec ce genre d'indicateur, vous n'avez rien à célébrer. Il y a des pays comme le Ghana, et le Kenya, dont le PIB, dans les années 84, le PIB par habitant était derrière le PIB du Cameroun. Aujourd'hui, en termes de PIB par habitant, ces deux pays, le Ghana et le Kenya, ont dépassé le Cameroun et la Côte d'Ivoire a dépassé le Cameroun de manière notoirement sensible. Donc quand vous avez des indicateurs comme ceux-là, il n'y a pas de quoi pavoiser, il n'y a pas de quoi célébrer. Il y a de quoi plutôt, n'est-ce pas, revenir examiner froidement la structuration de l'économie camerounaise et comprendre comment il faut relancer la dynamique de production. Vous n'êtes pas sans savoir que nous importons, par exemple, plus de 1,5 million de tonnes de denrées alimentaires, ce qui représente plus de 550 milliards de francs CFA d'importation. Mais voilà une problématique qui est réelle et à laquelle il va falloir s'attaquer. La population augmentant, n'est-ce pas? Et les structures productives locales ne s'améliorant pas du point de vue de leur productivité, nous allons continuer à importer de cette façon avec une incidence négative sur la balance des paiements, n'est-ce pas? Ce qui va encore aggraver ce fameux problème du solde courant, n'est-ce pas? Et nous serons bientôt en pénurie de devises pour pouvoir continuer à importer. Voilà la problématique, c'est pour ça que je parle souvent, un pays ne se développe pas s'il ne peut pas s'industrialiser. Conseiller, en 1997, vous écrivez un livre, Le Cameroun vers le troisième millénaire. Ce livre a été préfacé par le secrétaire général du RDPC à l'époque, Joseph Charles Ndoumba.
qu'il validait vos critiques. Et on a l'impression que rien n'a été fait. En fait, il y a 20 ans, donc vous parlez de 97. À ce moment précis, vous pointiez déjà la corruption comme étant une gangrène qui devait et qui était en train de déstabiliser, de détruire carrément notre structure économique. Mais si en 2017, on se rend compte que la corruption et l'impunité sont devenus quelque chose de, comment je peux dire, de normes, sont érigés en normes dans notre société. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Ça veut dire que vous n'avez pas été écouté dans vos... Non, mais c'est pas moi qui dois être écouté. Je pointais du doigt un fléau. Et en 97. Ça veut donc dire pratiquement 9 ans avant le démarrage de l'opération Épervier. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en 97, vous lisez Kamumba le 3e millénaire, je considère la corruption comme le fléau qui est en train de gangréner, n'est-ce pas, toutes les instances de gouvernance du Cameroun. Quand vous me posez la question, est-ce que quelque chose a changé? Vous n'avez qu'à voir qu'aujourd'hui, on continue encore à mettre les gens en prison pour faire de corruption. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pas grand-chose a changé et nous faisions au sein du RDPC à ce moment-là, parce que c'était dans le cadre du groupe des modernistes. Ah oui, alors vous m'excusez, oui, parce que vous allez poser la question tout à l'heure. Ça c'est parce que le groupe des modernistes c'était 2003, n'est-ce pas? Mais voilà, j'étais parmi les pionniers du groupe des modernistes, n'est-ce pas? Et donc le livre lui il est en 97. Déjà, il est en train de pointer du doigt les limites structurelles des entreprises publiques et d'autres choses. Bon, alors, on va se dire, 97, on va dire 6 ans plus tard, c'est-à-dire 2003, nous sommes les pionniers du groupe des modernistes. Dont la principale récrimination, c'est qu'on observe une distanciation continue entre le sommet du parti et la base du parti. C'est-à-dire que le parti, le RDPC, j'entends, est en train de se scléroser. Il n'est plus le parti tel qu'on le voulait, le parti politique tel qu'on le voulait, c'est-à-dire un parti de développement, un parti qui soit la courroie de transmission entre la base, n'est-ce pas, c'est-à-dire entre les populations et les instances de gouvernement. En fait, un parti qui transmettrait aux instances de gouvernement les doléances des populations et qui veillerait à ce que, n'est-ce pas, ces doléances soient répondues par les instances de gouvernement. Au contraire, le parti s'est sclérosé. Il y a eu des dévoiements au niveau de l'organisation et la gestion du parti. Il n'est pas difficile de constater aujourd'hui que le RDPC a perdu énormément en vitalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était ça. À ce moment-là, le parti devait être dynamique. D'autres vont me répondre en disant que oui, on gagne toujours les élections, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un parti vive, qu'il vive, ce n'est pas le fait qu'on gagne les élections, parce qu'on peut gagner des élections pour différentes raisons. On peut gagner, mais une fois qu'on a gagné les élections. D'ailleurs, je vous signale que j'avais écrit un article à l'issue de nos victoires de 2004, et je pense que j'avais publié cet article soit dans Le Messager, soit dans La Nouvelle Expression. Et l'intitulé de cet article vous surprendra parce que nous avions gagné l'élection présidentielle et les élections législatives. Et l'intitulé de mon article, c'était « Maintenant que nous avons la totalité du pouvoir, qu'allons-nous faire ?» C'est-à-dire, je posais la problématique, il ne suffisait pas de gagner les élections, mais maintenant, qu'allions-nous faire de ce pouvoir? Ce pouvoir, nous l'avions, ou le peuple nous l'avait donné, pour transformer les conditions de vie des populations, pour améliorer les conditions de vie des populations. Si vous regardez la plupart des indicateurs aujourd'hui, que ce soit des indicateurs en termes de revenus par habitant, que ce soit les indicateurs sociaux, n'est-ce pas, au niveau du taux de mortalité maternelle, du taux de mortalité infantile, du nombre d'élèves par salle de classe, du nombre de médecins par habitant, mais vous allez vous rendre compte que ces indicateurs sociaux se sont détériorés. Donc, quand on prend le pouvoir, on ne le prend pas pour soi, on le prend pour, ou alors, quand on le prend, c'est-à-dire quand le peuple vous le donne, c'est dans l'espoir que vous, en gouvernant, vous seriez à même d'améliorer ces conditions. Et l'amélioration de ces conditions n'est pas quelque chose d'utopique. Ça se mesure. Ça se mesure en termes de taux de croissance, en termes de revenus par habitant, en termes de taux de chômage, en termes de logement, nombre de logements que vous construisez pour ceux qui en ont besoin,
en termes d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau potable, d'accès aux soins hospitaliers et ainsi de suite. Donc, si vous prenez ces indicateurs, c'est simple. Vous allez vous rendre compte, et ce n'est pas compliqué, et nous devons le faire parce que chaque fois que nous ne le faisons pas, ça veut dire qu'en fait, on pratique la politique de l'autruche. Ça veut dire quoi? On se met la tête dans le sable, on ne veut pas voir la réalité, mais c'est en regardant la réalité, en contrôlant la mise en œuvre de nos politiques et surtout en évaluant ces impacts au niveau des populations que nous sommes en même de constater les dérives et d'y apporter des mesures correctrices nécessaires. Mais si nous nous contentons simplement de dire que tout va bien, mais tout va bien sur la base de quoi exactement? Tout va bien sur la base de quoi? Sur les indicateurs. Que je voulais vous renvoyer parce qu'on se rend compte que 30 ans après, 33 ans après, le bilan, je ne dirais pas négatif, mais insatisfaisant. Parce que rien, le peuple s'est plaint à tous les niveaux. Mais une curiosité, on se rend compte que toutes les élites, autorités traditionnelles, élites politiques, économiques, sont en avant-poste pour demander aux populations de continuer à faire confiance au RDPC. Quelle interprétation vous faites de ce type de comportement? Non, mais ce sont des comportements égoïstes, ils sont en train de parler pour eux-mêmes. Ils ne sont pas en train de parler pour les populations. C'est eux qui profitent du statu quo, c'est eux les principaux bénéficiaires du statu quo. Il va de soi que si vous êtes bénéficiaire d'un statu quo, vous demandez aux populations de continuer à vous faire confiance. Le problème de population, c'est que moi je pose toujours la question de savoir comment vous n'êtes pas satisfait d'une situation, mais vous continuez à donner 20 sur 20 aux gens. Il y a plusieurs manières de réagir, de pouvoir dire que ça ne va pas, je ne peux plus continuer à faire confiance aux mêmes personnes qui ne répondent pas à mes problèmes. Nous sommes des adultes, nous sommes aujourd'hui en train n'est-ce pas, de faire des choses. Regardez un pays où 80% de la population a moins de 30 ans. Je passe mon temps, depuis qu'on fait des interviews, à dire que qui que ce soit, qui ferait quoi que ce soit dans ce pays au plan public, ne le ferait que pour les jeunes gens. Ça doit être notre principale préoccupation. Si ce n'est pas de se regarder le nombril et de le célébrer. Si vous prenez un service public, vous occupez une charge publique, c'est essentiellement pour les populations. Ce n'est pas une charge qui doit vous engraisser. Il se trouve malheureusement que quand je disais il y a une vingtaine d'années que la corruption est la gangrène de ce pays, ça n'a pas changé. Parce que la corruption est définie comment? La corruption est définie comme le détournement de pouvoir d'État qu'on reçoit en délégation à des fins personnelles. Et détourner un pouvoir que vous avez reçu à des fins personnelles, peut-être que vous n'en voyez pas la mesure. Vous pouvez être ministre de la Défense, ministre des Transports, ministre des Mines, ministre de l'Énergie ou ministre de la Justice. Ce n'est pas de dire qu'il y a une prise directe de l'argent public. Vous n'êtes pas en contact direct de l'argent public. C'est vraiment le ministère des Finances qui sera en contact direct avec l'argent. Bon, là, ce serait une prise directe au niveau de l'argent, mais tous les autres ministères qui ne sont pas en prise directe avec l'argent, ils peuvent détourner les pouvoirs d'État qu'ils ont reçus, n'est-ce pas, à des fins personnelles. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'interaction, probablement avec des populations, des privés et ainsi de suite, vous ne dites plus la justice comme elle doit se dire, parce que lorsque vous êtes corrompu, qu'on a donné au juge de l'argent, le juge fait la justice, n'est-ce pas, au bénéfice de celui qui a donné de l'argent. Vous voyez par quoi l'argent va entrer en jeu? Pas directement. Lorsque vous avez la charge, par exemple, de faire des barrages au niveau d'un ministre chargé de l'énergie, il peut, par ce biais-là, octroyer le marché à celui qui ne méritait pas de l'avoir, moyennant commission. À ce moment, vous voyez bien que la transaction d'argent s'est passée de manière différente. Et là, vous n'avez pas eu le barrage que vous méritiez, ou alors même retarder le développement d'un certain nombre d'infrastructures tant qu'on n'y trouve pas son compte. Vous voyez, c'est ça le détournement d'un pouvoir d'État reçu en délégation à des fins personnelles qui a une incidence fortement négative sur les populations. Mais très souvent, je vous ai également dit, et ça c'est un point majeur au niveau de ma démarche politique, que l'histoire du développement par différentes recherches a montré au cours de 3 siècles que le développement se produit, que d'abord, il y avait une corrélation
importante, forte, entre les instances de gouvernance politique et les performances de développement d'un pays. Et je vous ai dit, l'une des choses qui explique les blocages et les contre-performances, les médiocres performances du Cameroun, c'est parce que nous avons des instances de gouvernance politique qui sont hyper centralisées, qui à la limite sont concentrées dans les mains d'une seule personne, sinon d'une poignée, et que ces instances font tourner la machinerie économique pour l'intérêt de ces quelques personnes. Une machine gouvernementale qui tourne de cette façon, elle va de soi qu'elle ne tourne pas pour l'intérêt du plus grand nombre. Voilà pourquoi ma proposition forte a toujours été, et dès que la crise anglophone a éclaté, je suis revenu sur cette thèse qui consistait à dire que non, ce n'est pas juste un problème anglophone, mais c'est un malaise national, même s'il y a une spécificité anglophone aux revendications qui étaient faites par nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Mais la réponse devenait très simple. Une fois qu'on irait vers une plus grande autonomisation de ces régions-là, surtout dans des matières qui ne sont pas des matières de souveraineté. La défense du territoire, la protection des frontières, la monnaie, les affaires étrangères pourraient rester du ressort de l'État supra-régional, mais les questions, par exemple, de déploiement des ressources au niveau des régions devraient relever de ces pays, de ces régions, je veux dire. Vous ne comprenez pas pourquoi le barrage de Menchum, dans le nord-ouest, est un projet qui date depuis de 25 ans. Et vous ne comprenez pas pourquoi ce projet n'est pas réalisé. Si ce projet relevait de la région du nord-ouest, il y a longtemps qu'il serait réalisé. Là, je peux dire la même chose du barrage de Lac d'eau, n'est-ce pas, qui est à Garoua, sur la rivière Benoué. Ce barrage a été conçu par les Chinois dans les années 80. Il y a 4 turbines de 18 MW chaque, ce qui veut dire en tout 72 MW, et il n'y a qu'une seule turbine qui travaille. Pour la réhabilitation de ce barrage, la décision doit se prendre à Yaoundé. Et pour qu'elle se prenne rapidement, avec tout ce que vous avez comme contorsion, comme ce que je viens de vous dire, ça ne se fera pas. On vous dit que la région de l'Est est une région pauvre, alors que c'est cette région qui regorge des plus grandes ressources à la fois minières et forestières du pays. Hein? Vous avez d'ailleurs vu comment le Nord, je veux dire, les ressortissants de l'Est ont réagi lorsqu'on a créé là-bas une annexe universitaire de l'université de Ngaoundéré. Ils ont dit que, mais attendez, ils ne sont pas une sous-région. Il va de soi que si l'Est avait la plénitude, n'est-ce pas, en matière d'éducation et voire d'enseignement supérieur, il y a longtemps que l'Est disposerait, n'est-ce pas, d'une université. Et je ne dirais pas simplement d'une université, probablement de plusieurs universités, et qui se pencherait sur des problématiques qui concernent l'environnement de l'Est. Donc, avec des enseignements qui seraient plus en cohérence avec les écosystèmes de cette région. L'Est serait pauvre comment? L'Est regorge d'eau, l'Est regorge de forêts, l'Est regorge de mines, mais il n'y a qu'un tel système centralisé ou hyper centralisé qui peut constituer le plus grand blocage à son développement. C'est le responsable ultime de tout ce qu'on est en train de créer, parce que quand on se rend compte qu'au Cameroun, il y a des entreprises publiques, je prends l'exemple de Camtel, l'actualité de Camtel, la contre-performance de cette entreprise, et lorsqu'on constate que celui qui est supposé contrôler l'action du directeur général, le PCA, il est âgé de 100 ans. Quand on se rend compte qu'il y a une entreprise comme Aéroport du Cameroun, ADC, avec tous les problèmes qu'on connaît, et qu'on constate que le PCA de cette entreprise a 86 ans. Quand on rentre du côté de l'université de Ngaoundéré, le PCA, qui est en même temps président du conseil d'administration de l'ARMP, a 80 ans. Et il y a toute une liste de personnes âgées de plus de 80 ans qui sont supposées, qui sont en train de gérer plusieurs portefeuilles. Est-ce que le président, il est au courant de ce genre de nomination? Est-ce qu'il est au courant que dans son administration, il existe ce genre de comportement, ce genre de personnes qui œuvrent, entre guillemets, pour le développement du Cameroun? J'aurais beaucoup de mal à dire qu'il n'est pas au courant. Ce serait à la limite le déresponsabiliser, alors que c'est quelqu'un qui est
informés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je préfère parler du système. Je reviens sur ce système, qui est un système qui n'est pas orienté vers la performance. Ce système n'étant pas orienté vers la performance, la sélection des élites dirigeantes n'obéit pas aux critères de performance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que un système qui n'est pas... Si c'était un système de performance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir aller gagner une course et aligner quelqu'un qui ne s'entraîne même pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas, si nous avons des équipes de football, on veut aller gagner la CAN de 2019. On vous aligne, on m'aligne, nous ne jouons pas. Mais on vous aligne, on m'aligne simplement en fonction des critères politiques, des critères tribaux, des critères communautaires. Vous voyez que nous ne serons pas performants. Donc, voilà un peu ce qui fait les limites, n'est-ce pas, les limites de ce système. Ces limites sont essentiellement structurelles. Parce que les DG et les PCA dont vous parlez là, ils sont nommés en fonction des critères d'équilibre communautaire qui n'ont rien à voir avec la performance. Et du coup, on les juge. Ils ne sont pas jugés en fonction des critères de performance. Ils sont jugés en fonction des équilibres tribaux ou des équilibres communautaires. Vous voyez? Et donc, dès lors, il n'est pas étonnant que vous trouviez certains d'entre eux. Vous parlez de 86 ans, vous parlez de 100 ans. Mais il y a des DG qui sont là-dedans depuis 15 ans, d'autres qui sont là depuis 20 ans. Leur action est jugée sur la base de quoi? C'est un système de gouvernance. C'est pour ça que j'établis une claire corrélation entre des institutions de gouvernance politique et les performances économiques. Parce que si c'est des institutions de gouvernance politique qui cherchent la performance, je peux vous assurer qu'automatiquement, on arriverait, n'est-ce pas, à des institutions économiques qui elles-mêmes seraient soumises aux critères de performance. Je vais vous prendre un autre cas. Quand vous prenez le président de la Chambre de commerce, le président de la Chambre de commerce, il est nommé par décret présidentiel. Son allégeance doit aller envers qui? Naturellement. Pas envers ses pairs. Dans la plupart des pays qui se respectent et qui veulent que les chambres de commerce répondent aux besoins de leurs membres, les présidents sont élus par leurs pairs. Il est facile à ce moment-là de constater que la loyauté de ce type de président va vers ses pairs et il sera beaucoup plus prompt à se préoccuper, n'est-ce pas, des problèmes de ses pairs qu'à essayer plutôt de garantir sa loyauté vis-à-vis de celui qui l'a nommé. C'est pour ça que j'insiste en disant que, pour moi, notre action politique aura comme axe essentiel de réforme, n'est-ce pas, la révision, le réexamen, n'est-ce pas, des institutions de gouvernance politique pour leur donner, pour assurer, garantir plus d'autonomisation aux régions et les orienter davantage vers la performance économique. De manière que ce soit des institutions de gouvernance qui soient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus transparentes, n'est-ce pas, pour que ce qui serait à la tête de ces institutions soit le fait, le résultat d'une élection libre, transparente. Parce que, élus par des électeurs librement, ils auront également le devoir de rendre compte à ces électeurs. À ce moment-là, vous allez voir un grand changement dans ce qui va se passer. Mais vous avez parfaitement raison quand vous faites cette observation. Sauf que la structuration des instances politiques aboutit à maintenir pratiquement une espèce de, je vais dire, d'immobilisme dans nos institutions et dans la performance économique.